Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Sonia Mabrouk, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Je m'appelle Sonia Mabrouk, je suis franco-tunisienne, je suis née en Tunisie le 17 décembre 1977. Je me définis comme une Française de cœur et d'adoption. Je suis en France depuis désormais une vingtaine d'années. J'exerce toujours le métier de journaliste et j'ai commencé par exercer un autre métier qui était aussi au départ ma vocation. J'ai été enseignante pendant une dizaine d'années. Et l'enseignement m'a amenée au journalisme. Pour moi, c'est la même passion qui est celle de la curiosité et de l'ouverture à l'autre. Et je me définis aussi par rapport à un attachement à certaines, non pas valeurs, mais principes, qui sont ceux de l'amour d'un pays, l'assimilation à un pays, le partage, j'espère, d'un imaginaire commun, d'idéaux, de rêves, d'un panthéon aussi avec une histoire partagée, ce qu'on perd un petit peu. Donc c'est à la fois un parcours et des combats que beaucoup d'autres portent et que j'essaie de porter également modestement. Votre enfance et votre jeunesse se sont passées en Tunisie, donc. Oui, tout à fait. Une enfance... Elles ont été heureuses ? Elles ont été heureuses, oui, parce que c'est un pays où il fait bon vivre, en tous les cas au moment où j'y étais, qui est marqué par, comme toutes ces villes méditerranéennes, le blanc des villas, le bleu de la Méditerranée, et puis ce soleil décrit par Camus. Moi, j'étais bercée par ces romans-là, à la fois enveloppants et puis assez durs, évidemment. C'est aussi des pays lesquels il y a aujourd'hui des difficultés, mais moi, je retiens une enfance préservée, sanctuarisée, avec des parents aimants, mais qui m'ont inculqué ce dont je viens de vous parler, ces principes et ces valeurs-là. Dans un milieu, je crois, dans une famille très imprégnée par la politique, avec des fonctions illustres occupées par certains. Effectivement, par la vie de la cité, la politique, mon grand-père a été un compagnon de route d'Habib Bourguiba, qui a été le libérateur, si je puis dire, de la Tunisie, qui a été un protectorat français. Et puis mon grand-oncle a été ambassadeur pendant une quinzaine d'années ici en France. En réalité, il illustre, merci de le dire, cher Philippe Bilger, mais je pense surtout des personnes qui ont consacré leur vie en réalité à la politique, mais avec un grand P. Moi, je me souviens de quelques conversations avec l'ancien président Bourguiba où il était question de l'avenir du Maghreb, il était question de l'avenir du Proche-Orient. Donc j'aime cette hauteur de vue qui manque parfois et qui est... consubstantielle à ces personnages un peu d'autrefois. Donc j'ai la nostalgie de cette vision de la politique. Vous trouvez que celle d'aujourd'hui n'a plus rien à voir ? Je parle déjà de la Tunisie, bien sûr. Déjà, elle est souvent enveloppée d'éléments de langage et de précaution. D'ailleurs, c'est assez inhérent à notre époque, avec les réseaux sociaux, avec des paroles qui sont tronquées. Donc je comprends que les responsables politiques, quels qu'ils soient, de ce côté-ci ou de l'autre de la Méditerranée, fassent attention. Mais ce que je regrette, c'est un manque de vision. Il y a l'époque dont je vous parlais, il y avait des discours, je pense notamment à un discours me vient en tête, celui de Jéricho Bourguiba, qui parle à l'époque quand même de deux États palestiniens et israéliens, qui sera d'ailleurs moqué à ce moment-là par d'autres dirigeants arabes. Qui aujourd'hui, quel chef d'État arabe peut avoir ce discours ? Aujourd'hui, il serait tout de suite vilipendé. D'ailleurs, je pense qu'il penserait même pas avoir un tel discours. Donc c'était autre chose. On pensait la politique comme étant une vision, un avenir, un projet. Quand vous étiez une enfant, une jeune femme, Sonia Mabrouk, quelles étaient vos aspirations ? Vous aviez des ambitions ? Vous saviez déjà ce que vous désiriez faire ? J'ai toujours voulu être enseignante. J'ai toujours eu cet amour du partage, du dialogue. D'ailleurs, on le retrouve dans le journalisme. Et j'ai été enseignante. Je suis restée 10 ans en Tunisie. C'était une période très heureuse. Ce que j'ai moins apprécié dans l'enseignement à un moment, c'est la répétition de certains cours.
Mais j'ai beaucoup aimé le contact avec les étudiants. C'est quelque chose de revigorant, de revivifiant. Mais j'ai toujours aussi estimé, en regardant la Méditerranée, que peut-être mon avenir était de l'autre côté. Moi, j'ai toujours sublimé la France par la littérature. Par son histoire aussi. Donc il y avait comme un aimant, un attrait pour finalement partir. Et je l'ai fait assez tard. Hein. Je l'ai fait après le bac à l'âge de 16 ans et puis à commencer une autre aventure. Qu'est-ce que vous enseignez à l'époque ? Eh bien, cher Philippe Bilger, pour les jeunes assistants qui viennent d'avoir leur thèse, on leur, si je puis dire, et pardonnez-moi l'expression, on leur refourguait un petit peu toutes les matières dont ne voulaient pas les professeurs installés et confirmés. Donc, j'ai enseigné les statistiques, la gestion, la philosophie. Vous voyez, c'est un grand écart. Mais je me suis retrouvée dans l'amour de la transmission et je crois que c'est ça le commun. Donc, forcément, une culture tout de même assez large, assez vaste. En tous les cas, une aspiration à toujours lire, à toujours être émerveillé aussi, finalement, à être surpris. Moi, j'aime les gens qui ne sont pas blasés en réalité. Donc, je crois que c'est ça, davantage que la culture, parce que c'est très personnel, la culture. Puis, il y a des gens de très grande culture qu'on ne soupçonne pas. Moi, c'est ces gens-là pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, surtout une appétence pour tout ce qui est nouveau. Quand on me parle d'un livre ou d'un film, il y a toujours quelque chose, une petite lumière qui s'allume, cette curiosité que j'ai gardée pour le journalisme, qui est ma boussole aujourd'hui. Quelle était votre matière préférée, si j'ose dire ? Ça reste toujours l'histoire. Histoire. Ben oui, parce que ça dit tout de notre passé, de notre avenir. Pour moi, c'est un révélateur, la manière dont on appréhende, on donne un cours d'histoire, dont l'histoire aujourd'hui est contée à nos enfants, eh bien, ça dit beaucoup du pays, ça dit beaucoup de la société. C'est un miroir, souvent déformant, de notre société. Mais la manière avec laquelle on appréhende l'histoire d'un pays, aujourd'hui dans une société, dit beaucoup de l'état du pays. Ça donne un pronostic, si vous voulez. Vous êtes, si je ne me trompe pas, Sonia Mabrouk, naturalisée française en 2004. Tout à fait. Pourquoi ce désir que je peux tout à fait comprendre, mais je suis très intéressé par vos motivations. Alors, elles sont de deux ordres. Il y a une motivation technique, je dois le reconnaître, c'est-à-dire qu'il est compliqué de rester sur le sol français sans être naturalisé, en tout cas quand on veut s'y accomplir et passer sa vie ici et former sa famille. Donc il y avait cette aspiration, j'allais dire très concrète, mais pas évidente, parce que j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir les papiers. C'était un processus assez complexe. Et puis il y a une aspiration naturelle qui est celle de partager l'histoire d'un pays. Justement, je ne me sentais pas d'avoir une carte de séjour renouvelée pendant des années, ne pas partager davantage avec un pays, même si je pense que la nationalité ne suffit pas pour être français. Je ne parle pas de français de papier, mais je pense que ça reste quand même très technique. Ce sont des papiers. Moi, je pense qu'être français, ça passe par beaucoup d'autres choses et que ça touche plutôt à la pointe du cœur qu'au papier. Tout au long de votre très jeune existence, vous avez beaucoup parlé, Sonia Mabrouk, de la richesse de ces deux cultures, de cette double nationalité. Vous pouvez nous en dire un mot, parce que vous y avez très souvent fait allusion, en disant que c'est un apport irremplaçable pour votre personnalité. Oui, moi, de mon point de vue... Et pour les autres, donc. Je l'espère, j'en suis convaincue, peut-être beaucoup plus que pour moi, mais en tous les cas, j'ai toujours estimé que c'était un atout indéniable, que c'était un apport incontestable. Je n'ai jamais abordé un sujet, y compris lors de mes débats, sans avoir cette double vision. Je pense que c'est quand même une ouverture au monde. Je ne dis pas que ceux qui ont une seule culture, et que je respecte parfaitement, évidemment, n'ont pas cette ouverture. Je dis que c'est quand même un plus. C'est-à-dire, c'est une sorte de kaléidoscope. Ça donne notre perception, voyez-vous. Aujourd'hui, il y a tant de sujets dont nous parlons et qui font référence à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée ou au fameux Sud global. Comme on dit, quand vous le portez en vous, forcément, vous avez une autre manière de voir les choses. Elle est plus charnelle, elle est parfois plus physique. Vous parlez aussi avec votre cœur. Et je trouve que cet apport-là, ça ne veut pas dire qu'on est plus dans la générosité que quelqu'un d'autre, pas du tout. Ça veut dire que ça apporte une pierre à un édifice. Et je trouve une vision parfois plus nuancée dans un débat qui l'est de moins en moins. Donc cette double culture, moi, je la porte. J'essaie de la porter dans mon travail
dans ma profession, mais surtout personnellement. C'est-à-dire que c'est un Orient et un Occident qui se retrouvent parfois, qui s'affrontent aussi. Et je trouve que cette dualité est intéressante aussi pour une personne, voyez-vous. Moi, je suis faite de mes traditions, d'un Orient, et donc un attachement, par exemple, à tout ce qui est le sacré, on aura l'occasion peut-être d'en parler, la transcendance, et puis un Occident, parfois plus, je ne veux pas le caricaturer, mais plus consumériste, qui est davantage attaché à l'efficacité et à l'efficience. Et j'essaie de marier ces deux aspects. Avez-vous l'impression d'être bien comprise dans ce registre qui est tout de même à la fois très singulier, très riche ? Non, mais vous savez, cher Philippe Bilger, l'important, c'est d'être en cohérence avec soi. Je ne cherche pas à être comprise. J'ai compris depuis un certain temps, dans le débat public qui est le nôtre, je ne suis pas naïve, qu'on ne veut retenir ou comprendre que ce que l'on veut vous faire dire en réalité. Donc, parfois, les paroles sont tronquées, parfois, la réflexion qu'on a peut être biaisée. Moi, je pense que quand on reste cohérent avec soi-même, c'est ça la véritable compréhension. Je ne cherche pas à convaincre. Je ne me sens pas de mission particulière. Je veux juste être... si je devais vous résumer mon état d'esprit, c'est... je veux être dans la droite ligne de ce qu'on m'a inculqué. Parce que la personne qui est pour moi la plus importante de ma vie, qui aujourd'hui n'est plus là, m'a inculqué, qui est ma mère. Donc voilà, si je suis comprise par elle, là où elle est, c'est le plus important. Votre mère a eu une énorme influence sur vous ? Oui. Elle continue là où elle est. Bien. Oui, parce que pour moi, l'éducation, c'est pas seulement, et c'est peut-être ce côté oriental, c'est pas de 0 à, je sais pas, à 16 ans ou 17 ans quand vous quittez la maison. Pour moi, l'éducation, c'est toute la vie. Et c'est cette somme, cette montagne de valeurs, parfois de non-dits aussi. Beaucoup de choses en Orient, c'est des coutumes, c'est des traditions qui passent dans le non-dit. C'est une manière de se comporter, et parfois c'est une manière d'être aussi. Et ce sont ces choses-là qui, pour moi, perdurent beaucoup plus. C'est ça l'éducation et cette influence de ma mère. Bon, j'espère qu'elle durera toute la vie et au-delà. Comment êtes-vous venue au journalisme, Sonia Mabrouk, après le professorat, donc ? Un peu par hasard, c'était assez, j'allais dire, simple. J'étais dans un taxi. J'avais pris un vol, donc Tunis-Paris, et il y avait un magazine qui était posé sur la banquette, laissé par un précédent client. Et le magazine s'intitulait Jeune Afrique, magazine international que je connaissais de nom. Donc je feuillette. Il y a une grosse partie sur la politique, une grosse partie sur l'économie. Et il manquait, me semble-t-il, à ce moment-là, des sujets de société. Et je suis allée voir dans les dernières pages l'adresse du magazine. J'ai envoyé une lettre au propriétaire, au fondateur, qui s'appelait, paix à son âme, Béchir Benyamed, en lui disant, voilà, je n'ai aucune expérience, mais je trouve que ce serait intéressant, en parlant de ces sociétés orientales, d'avoir un prisme sociétal. Et puis, une semaine après, j'avais un rendez-vous et puis j'ai été embauchée. Ça a été votre premier poste de journaliste. Oui, tout à fait. La presse écrite est pendant quand même près d'une dizaine d'années. Et puis ensuite, vous avez une évolution formidable de votre carrière. Vous étiez à LCP, oui, je crois. Public Sénat. Et puis Europe 1, oui. et puis bien sûr CNews, où vous êtes très regardé. Est-ce que, et Europe 1, bien sûr, toujours, est-ce que un de ces postes vous a plus marqué que d'autres, entendons-nous, parmi ceux que vous avez occupés ? Oui, la presse écrite, parce que pour alors ceux qui nous écoutent, il y a un rapport à l'écrit qui est différent. Et quand on est journaliste, quand ça passe par la plume, c'est beaucoup plus charnel. Moi, j'ai été biberonnée au journalisme de Jean Daniel, de Jean Lacouture, qui sont à la fois des journalistes et des écrivains. Et donc, j'ai adoré. Je trouve que en réalité, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais que le vrai métier de journaliste s'exerce à travers la plume. D'où votre passion de l'écriture, le goût des livres, pour les lire et pour les écrire. Oui, oui. Et puis on peut passer... j'aime beaucoup aussi la radio. Nous y sommes aujourd'hui parce qu'à travers la voix, je trouve que c'est... évidemment, toutes les vibrations de la voix montrent beaucoup de son état d'esprit. Mais à travers la plume... la tournure des mots, je trouve que la réflexion, vous m'avez posé tout à l'heure la question, est-ce que je suis comprise ? À travers la plume, on ne peut pas finalement déformer votre plume. Voilà, ce qui est écrit, ce qui est photographié noir sur blanc reste. C'est pour ça que les écrits sont importants pour moi, mais les paroles, vous le savez, s'envolent. Je sais que vous écrivez notamment chaque dimanche dans le journal du dimanche. C'est un exercice que vous appréciez ? Oui.
Mais c'est un exercice pour moi qui est quotidien en réalité. J'écris beaucoup, par exemple. J'écris même chez moi pour ma fille, pour plus tard. J'aime écrire des lettres. J'envoie beaucoup de lettres. Je n'envoie pas beaucoup de messages. Donc je continue à envoyer des lettres parce que j'aime cet échange épistolaire. Je trouve que c'est une forme de respect, de courtoisie, de politesse. Et j'aime pas l'immédiateté du message. Je trouve que dans une lettre, on peut dire beaucoup de choses, donc comme dans une chronique pour le journal du dimanche. Mais j'écris quotidiennement. J'ai pas de moment pour écrire. Pour moi, c'est comme parler et vivre. Ça fait partie de mon quotidien. Comment, Sonia Mabrouk, vous qui avez des convictions, des certitudes, un corpus très cohérent d'idées et de sentiments, parvenez-vous à, dans le métier de journalisme, à l'articuler sur l'obligation du questionnement des autres? Comment faites-vous ? Ça, c'est une grande question. Alors, merci pour les convictions. Les certitudes, j'en ai de moins en moins. Étrangement, c'est peut-être mieux. Avec l'âge et parfois une petite expérience, j'en ai moins. J'en avais beaucoup. Et j'ai appris aujourd'hui, et surtout dans le travail du questionnement. Là, nous sommes face à face. C'est un petit peu l'exercice que je réalise pour l'interview. C'est qu'il faut justement ne pas avoir de certitude. Il faut avoir des convictions. C'est un corpus quand même, et c'est la colonne vertébrale, en tous les cas, moi, qui me maintient. Mais les certitudes, j'essaie de les balayer aujourd'hui parce que j'aime être surprise, c'est toujours cette curiosité par mon interlocuteur, même si je présuppose parfois, parce que j'ai beaucoup de responsables politiques, de leurs réponses ou parfois de leur biais idéologique, je m'attends toujours quand même à être surprise. Et je trouve que c'est ça encore qui prime dans ces face-à-face. Et au fond, qu'est-ce que vous attendez de ces échanges que vous avez? Quelque chose qui vous enrichira? Est-ce que c'est destiné au public qui vous écoute? Ou est-ce que c'est tout cela à la fois? Ou peut-être même la découverte d'un homme ou d'une femme qui tout à coup vous frappe par son intelligence, sa sincérité, ça peut arriver. Bien sûr, ça arrive. Je dois reconnaître que ça m'est plus souvent arrivé avec des personnalités hors de la politique. Non pas qu'il n'y ait pas de personnalités de grande qualité en politique, mais les intellectuels, les écrivains, évidemment, lâchent prise sur leurs émotions. J'ai quelques idées qui me viennent à l'esprit. Il y avait l'écrivain Yasmina Khadra, c'était un moment d'une émotion pour moi qui était extraordinaire. Il parlait de sa mère d'une manière tellement poétique, c'était tellement universel. J'en avais les larmes aux yeux. En régie, les techniciens avaient les larmes aux yeux. Aujourd'hui, pour transmettre une émotion, qu'elle soit positive ou négative. D'ailleurs, je trouve que les responsables politiques n'y arrivent plus. Peut-être parce qu'il y a tellement de couches de protection, de boucliers, d'éléments de langage, qu'ils n'arrivent pas à toucher l'autre. Mais que ce soit de manière... Parfois, on peut toucher l'autre par une forme même d'arrogance, peu importe, mais ils n'y arrivent plus. Et aujourd'hui, ce sont les personnalités hors de la politique qui arrivent encore à transmettre ce quota, si je puis dire, d'émotions. Et c'est ces moments-là, évidemment, qui sont les plus précieux. Qui se font rares. Ah oui, est-ce que vous ne croyez pas que les politiques, comme vous êtes évidemment une personnalité très connue, redoutée par vos questionnements, votre intelligence, est-ce que ils n'ont pas peur, contrairement aux personnalités qui ne sont pas dans le monde politique, qui arrivent peut-être dans l'échange avec vous plus décontractés, plus tranquilles? Merci d'abord, cher Philippe. Je ne sais pas si vous savez que je dis toujours la vérité. Je vous remercie, mais je vais vous dire vraiment ce que je ne crois pas. Je vois arriver beaucoup de jeunes responsables politiques très sûrs d'eux, qui n'ont plus peur de rien, mais c'est ce qui me fait peur, moi. Moi, je suis jamais allée à un entretien. Moi, je joue, si je puis dire, une réputation, quand même, un sérieux, mais un responsable politique joue davantage, évidemment, parce que chaque mot qu'il dit peut avoir des répercussions, et je suis très étonnée du fait qu'ils ne craignent plus ce moment. Alors, peut-être c'est... parce qu'ils ne craignent plus les journalistes de manière générale, mais ils ne craignent plus, si vous voulez, ce moment de face-à-face. Je pense parce qu'il y a justement une somme de certitude. Vous m'avez parlé de certitude tout à l'heure. Je pense que certains sont tellement pétris de certitude qu'ils pensent que ce sont des moments comme les autres, qu'il n'y a plus de rendez-vous sanctuarisés. Moi, j'essaye encore de maintenir ce rendez-vous le matin. Il y a une forme d'habitude et parfois de lassitude du politique qui parle matin, midi et soir sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, etc. Et ils pensent que c'est la continuité de leur parole dans ce moment-là.
C'est dommageable, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, il faut faire avec. Vous êtes prête, Sonia Mabrouk, je pense à vos interventions sur CNews, à interviewer tout le vivier politique sans problème? Aucun. Vraiment, mais vous savez, cher Bilger, je ne mets pas d'affect. Ouais. Je mets de l'affect dans beaucoup de choses, dans mes écrits, dans mes rapports, mais une fois que vraiment c'est le moment du face-à-face, surtout politique, je n'ai pas d'affect. C'est-à-dire, il peut y avoir un moment tendu. Il y a eu il y a quelques semaines avec le ministre de la Justice, Didier Migaud, il y a eu beaucoup de non-dits de sa part. Il ne voulait pas répondre sur certains sujets, mais quand l'interview s'arrête, moi, c'est oublié. Je n'ai pas de rancune, je ne reviens pas sur l'entretien, si ce n'est pour me remettre en cause. Et je ne garde pas en tête ce qui a été fait ou pas. Contrairement souvent aux responsables politiques, qui pour certains trouvent qu'on a été ou trop dur ou pas assez. Donc c'est un moment pour moi qui est, qui devrait être un révélateur en réalité, qui devrait être un moment de vérité, en tous les cas momentané, et qu'il est de moins en moins. Donc c'est une bataille chaque jour pour le maintenir. Au fond, vous pourriez interviewer toute la classe politique si elle acceptait de venir. Oui, je vois votre question, oui, mais vous avez raison. Y a-t-il quelques refus de gens qui ne souhaitent pas venir? J'arrive à les convaincre de plus en plus. Je vous ai parlé du ministre de la Justice qui avait quelques réticences par rapport à CNews, ce qui finalement est venu, et au final, il en est sorti, en tous les cas, pour sa part, mais ce n'est pas mon objectif, plutôt satisfait. Jean-Luc Mélenchon, et je le regrette, ne vient plus. Ma dernière interview date de quelques années avec lui sur Europe 1. Il refuse. Il ne fait plus beaucoup de médias, mais tous les responsables de la France Insoumise viennent. Maintenant, comme chacun, ils sont mis face à leurs responsabilités sur certains sujets, dont certains quand même très graves. Est-ce que vous ne trouvez pas que CNews et vous-même êtes caricaturés? J'ai lu qu'on vous qualifiait bien sûr d'extrême droite, de droite conservatrice, d'énormément d'attributs qui apparemment ne correspondent pas vraiment à ce que j'entends. Comment réagissez-vous par rapport à ces qualifications qui ne sont pas pertinentes? J'ai pris beaucoup de distance avec cela parce que j'ai compris que dans ce débat politique, médiatique, dans cette scène publique qui est la nôtre aujourd'hui, ça ne sert à rien de se débattre parce que ce sont des sortes de sables mouvants. En fait, on a envie de vous entraîner pour vous coller toutes sortes d'étiquettes. Les mêmes mots que je prononce, Philippe Bilger, de l'autre côté de la Méditerranée, dans mon pays d'enfance, ne suscitent pas ces réactions-là. Parce que moi, si je reprends tout ce que je dis, d'abord, c'est très souvent des déclarations d'amour à mon pays d'adoption. Je ne vois pas en quoi c'est contestable ou alors ça porte à penser que je suis d'extrême droite. Quand je dis qu'il faut aujourd'hui diminuer le nombre, mais pour assimiler en réalité le nombre, c'est-à-dire d'arriver en France à hauteur de 500 000 par an, on ne peut pas assimiler des peuples. Mais tout peuple le pense en réalité. Les peuples d'instinct aujourd'hui ont compris ce que les gouvernants n'ont pas compris. Donc cette distorsion-là, eh bien, certains nous la font porter avec ces étiquettes dont vous avez parlé. Je sais que pour certaines personnalités, ces étiquettes sont lourdes à porter. Je vous ai dit tout à l'heure, comme je sais quelles sont mes convictions, je n'ai pas de problème avec ça. Je sais que je suis droite dans mes bottes et que je continuerai à défendre ces idées que je défends depuis maintenant une vingtaine d'années. Est-ce qu'au fond, ces gens qui vous critiquent ne sont pas perturbés par le fait que vous affirmez, et vous le dites très normalement, je suis musulmane, et en même temps, vous avez des convictions qui ne rejoignent pas nécessairement celles de tous les musulmans? Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu déstabilisés par cette singularité de votre personnalité? Oui, c'est pour ça qu'ils me font le procès de ne pas parfois même être musulmane, mais cela me fait sourire parce que moi je vois souvent ces personnes aussi qui viennent en Tunisie parfois à l'été, qui sont des Français d'origine immigrée et qui sont Français depuis plusieurs générations. Moi je suis française depuis quelques années à peine, et qui ne connaissent rien ni à la culture de l'autre côté de la Méditerranée, ni à leur culture française. C'est-à-dire ils sont, si vous voulez, des sortes d'apatrides. Ils ne parlent pas arabe. Bon, je parle arabe, j'en fais pas non plus. C'est pas un élément de fierté. Je connais ma religion, je connais ma langue. Donc, je connais l'essentiel d'un pays. Puisque pour moi, un pays, une nation, se définit par sa langue, par sa culture. Son histoire. Par son histoire, effectivement. Donc,
je pense, connaître les fondamentaux. Et ceux qui critiquent ne connaissant pas ces fondamentaux-là, voilà, je ne tiens pas tellement compte de leur avis. Donc en réalité, aujourd'hui, ces attaques, notamment sur la religion, ça dit beaucoup. Moi, ma religion, je la vis dans l'espace privé. Je la vis de manière intense, surtout quand on a comme probablement ceux qui nous écoutent, des drames dans la vie, vous avez tendance à vous replier sur ce qui est solide, sur votre culture, en tout cas en ce qui me concerne, ma religion. Donc c'est quelque chose qui est très ancré en moi. Voyez-vous, ça ne peut pas me toucher. C'est comme une flèche qui vient sur une pierre. Elle revient à son expéditeur. Avez-vous jamais hésité dans vos choix religieux, ou est-ce que naturellement la religion musulmane a été la vôtre? Non, je n'ai jamais... D'abord, ça a été ma culture. Oui. Bon, ça m'a été inculqué. Après, évidemment, j'avais le choix. Et pour me donner tous les éléments de ce choix, j'ai beaucoup lu. Je me suis renseignée. Je pense à un islamologue qui nous a quittés il y a quelques années, qui était formidable, qui était Malek Chebel. Islamologue, j'avais beaucoup discuté avec lui. Et c'est en conscience que j'ai choisi ma religion. Mais je la pratique. On me pose souvent la question, mais est-ce que tu pratiques? Je dis, mais la pratique, c'est dans le cœur. D'ailleurs, même cette question me choque. C'est dans notre pays le principe, évidemment, de la pratique dans sa sphère privée. Mais la pratique, c'est dans le cœur. Moi, je me définis comme une musulmane de culture et pas dogmatique. Mais c'est un attachement pour moi. Ça dit beaucoup. L'attachement à ma mère passe aussi par la religion. Ma mère est enterrée dans un cimetière musulman en Tunisie. Donc, jamais je ne pourrais... Comment dire? Ça me constitue. Cette religion me constitue. Mais parce que je sais vraiment voyez-vous ce qu'elle m'a apporté et les éléments qui peuvent en être... qui ne sont pas adaptés à la culture française ou à nos idéaux ici, eh bien, je les mets de côté. Justement, à partir de votre propre exemple, Sonia Mabrouk, vous considérez évidemment qu'une pratique normale, tranquille de l'islam est tout à fait compatible avec la République française. Oui, parce que la grande différence, elle est compatible avec deux conditions, je dirais. C'est qu'on ne vienne pas en conquérant dans un pays. Quand vous venez avec un esprit de conquête territoriale, de conquête idéologique, eh bien forcément, ce n'est pas compatible. Et vous faites de votre religion une arme, et une arme de destruction. Et puis le nombre. Quand vous êtes des peuples à arriver, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a forcément un moment, moi je ne dis pas un choc des civilisations ou des cultures, mais un référentiel culturel qui n'est pas le même. Et ça, il y a un moment, non pas une incompatibilité, mais vous ne pouvez pas. Vous avez, quand vous arrivez dans un pays d'adoption, c'est ainsi, que ce soit si vous arrivez en France ou ailleurs, une culture... Il n'y a pas du tout de hiérarchie de culture, mais de référence, parce que c'est le pays d'accueil à laquelle vous devez vous arrimer, c'est ainsi. Et moi, je regrette que pendant des années, on nous ait dit « venez comme vous êtes », alors qu'on aurait dû dire « d'où que vous venez, vous pouvez devenir français ». Et le « venez comme vous êtes », ça veut dire « venez avec votre culture, avec vos différences », et surtout, ne vous assimilez pas à la culture de référence et donc du pays d'accueil. Et cela a été dévastateur. Moi, je suis restée avec le projet assimilationniste tel que je l'ai, appréhendé à travers mes lectures. C'était la gauche, d'ailleurs, qui avait porté ce projet. C'était les hussards de la République. C'était, il y a quelques années, on demandait aux Normands, aux Bretons de s'assimiler en France. Pourquoi a-t-on oublié ce projet-là? Si on met en place de nouveau ce projet, on parlera beaucoup moins d'islam dans les débats. Je vous ai... pas souvent, mais quelquefois entendu dire dans des entretiens ou ailleurs que face au djihadisme, qui a un projet malheureusement parfois meurtrier, on manque nous-mêmes d'un projet. Que vouliez-vous dire par là? C'est-à-dire qu'au fond, peut-être manque-t-on d'une foi, quelle que soit sa définition? L'islam est une religion. C'est aussi un projet, propose un projet de vie. C'est ce qu'on appelle l'Oumma, c'est la communauté. Et cette communauté, qui rassemble les musulmans, quel que soit leur pays d'origine, quel que soit le lieu où ils se trouvent, propose la stabilité, propose la complétude, propose la cohérence. On peut ne pas être en accord, mais on peut reconnaître qu'il y a quand même un cap. Face à cela, bien, vous avez un projet en déshérence, donc pas de projet assimilationniste, et surtout, vous avez un pays, je vous ai dit, qui vous dit « venez comme vous êtes ».
moi, on me dit, viens comme tu es, je viens avec mon bagage culturel. On ne peut pas, voyez-vous, Philippe Bilger, reprocher à des étrangers d'arriver avec leur bagage culturel, c'est normal. Mais ce que je reproche à la France, ce qui me désole aujourd'hui, puisque je me sens faisant partie évidemment totalement de ce pays, c'est de ne pas proposer ce récit commun avec ses héros, avec ce panthéon. C'est d'oublier que la France est un acte d'amour et un acte politique aujourd'hui, et qu'on n'ose pas proposer ce projet assimilationniste. En réalité, ce projet assimilationniste, il passe par l'école, tout simplement. Il commence par l'école, il commence par faire aimer l'histoire. Il ne s'agit pas de faire une histoire glorifiée, une histoire fantasmée. Bien sûr qu'il y a des parts d'ombre. Et je les connais, moi, en tant que Tunisienne, même si ça n'a été, si je puis dire, qu'un protectorat. C'est pas la même histoire entre la France et l'Algérie. Mais même raconter ces parts d'ombre, c'est partager quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de ces parts d'ombre. Et je ne parle même pas des moments de lumière. Aujourd'hui, si on dit que on doit être, heureux et partager les gloires françaises, on dit, mais c'est horrible ce que vous dites, vous êtes un afro-conservateur d'extrême droite. Bon. Qu'est-ce qu'on partage ? Bien sûr. Ça vous paraît, je dirais, le manque fondamental. Cela. Mais c'est ce lien. Moi, j'aimerais qu'on fabrique des Français de cœur, des Français d'âme. C'est-à-dire, c'est un pays, malgré toutes ces difficultés, qui est magnifique. Moi, c'est un pays qui m'a tout offert, qui m'a permis de m'accomplir, qui m'a permis de fonder une famille, de pouvoir avoir mes parents qui sont venus en regroupement familial depuis la Tunisie. C'est quand même... Imaginez un pays qui offre ça, c'est exceptionnel. Donc j'essaie de lui rendre quotidiennement. Et j'aimerais bien qu'on soit tous, moi modestement, mais dans cet état d'esprit, ça serait vraiment l'une des premières puissances de cœur déjà, avant d'être une puissance économique. Et comment votre attitude, on parlait de la manière dont vous êtes reçu, accueilli à tout point de vue en France, mais comment votre conception de la vie et de l'assimilation, votre très bel éloge de la France dès que vous en parlez, sont-ils perçus en Tunisie mal, ou bien on comprend votre position ? Sans doute diversement. Je ne peux pas parler au nom de tous, mais je sais que ceux que je fréquente et qui sont des amis d'enfance depuis de nombreuses années partagent les mêmes vues. Je sais que pourquoi, en grande partie, en tout cas je l'espère, ils sont d'accord avec moi, c'est parce que la Tunisie exige cela. C'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, c'est ce que j'ai essayé de dire dans un récent ouvrage, l'assimilation paraît tout à fait naturelle. Vous ne pouvez pas, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, maintenant ce sont devenus de plus en plus des terres d'immigration, de migrants subsahariens, pas seulement des terres de transit, puisque l'Europe, malgré tout, se ferme un petit peu, et bien ne veulent pas aussi avoir une immigration massive. Ils veulent préserver leur culture, leur identité, leur civilisation, et je crois ne pas avoir entendu beaucoup d'organisations, d'associations, les caricaturer ou en faire des pays d'extrême droite, etc. Au contraire, on a tendance à dire, écoutez, un pays qui veut défendre son identité et sa culture, alors il y a un bémol quand même, parce que les politiques d'immigration sont extrêmement dures en Tunisie et en Algérie. On a vu le sort qui a été réservé malheureusement aux migrants subsahariens qui sont laissés dans le désert. Évidemment, cela, je le condamne, mais ce que je comprends, c'est qu'il y ait une volonté de préserver tout ce qui fonde une culture, une langue, une civilisation. Et ces pays-là n'ont pas de préjugés et n'ont pas de pudeur de gazelle, contrairement à l'Occident. Est-ce qu'à votre avis, la politique, et je n'évoque pas seulement celle d'Emmanuel Macron, la politique française est-elle pertinente à l'égard du Maghreb, à votre avis ? Est-ce qu'on comprend bien la psychologie de ces peuples ou très peu ? Encore faudrait-il comprendre la politique à l'égard de ces pays, parce que là, en ce moment, la politique à l'égard, en tout cas, du Maroc et de l'Algérie, c'est un zigzag permanent, hélas, de la France. Il y a eu la reconnaissance du Sahara occidental, donc pour le Maroc, eh bien, les relations se sont un petit peu arrangées après des années quand même de glaciation entre nos deux pays, pourtant si proches. Avec l'Algérie, je crois que ça restera toujours paroxystique. Et moi, je me souviendrai toujours qu'Emmanuel Macron avait quand même commencé son mandat en parlant de crimes contre l'humanité, et que même s'il est revenu sur cette phrase-là, eh bien, ça s'est instillé dans beaucoup d'esprits de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, à partir de là, il y a un esprit...
L'Algérie et la France, ce sont des blessures, des cicatrices. Si vous mettez un grain de sel, ça y est, c'est des plaies à vif. Et donc le président a entretenu malheureusement ces cicatrices ouvertes et béantes. Et aujourd'hui, il y a une forme de culpabilité française toujours, et qui nous empêche justement d'avoir une histoire partagée, une histoire qu'on a envie de sublimer. Ce qui est permis en Tunisie. On a une histoire différente. C'est pour ça que moi, en tout cas tous ces enfants qui ont grandi à peu près, qui sont nés à la même période que moi, qui ont fait leurs études en France, on a quand même une relation qui est moins paroxystique avec la France. Il n'y a pas de goût de revanche, au contraire, il y a une volonté de construire ensemble. Avez-vous jamais été sollicitée, Sonia Mabrouk, pour participer à des commissions sur les rapports entre la France et la Tunisie, sur le point de vue culturel, historique, ou bien ne l'avez-vous jamais souhaité ? Non, je n'ai pas été sollicitée à ce niveau-là. J'étais sollicitée par des politiques pour faire de la politique à droite et au centre. Auprès des macronistes et à droite auprès des LR, mais pas pour participer. Ça m'aurait davantage intéressé de participer à des commissions. Mais à vrai dire, Philippe Bilger, vraiment, je me sens par tous les pores de ma peau, je me sens journaliste aujourd'hui. Je n'ai pas envie j'ai pas envie de passer de l'autre côté. Je vois trop parfois l'impuissance, l'atonie, l'anesthésie. Je vois le verbe haut et l'action qui ne suit pas. Je n'aimerais pas décevoir sur ce plan-là. Donc, je préfère ne pas y mettre un pied, ni même un doigt. C'est drôle, Sonia Mabrouk, parce qu'il est clair que quand on vous écoute, il y a non seulement la passion de la politique, mais on vous sent par moments au bord d'un désir de mener la vôtre propre. Je suis persuadé que nous connaissons tellement de ministres médiocres, enfin je parle en mon nom, je ne veux pas vous engager laissez-moi quelques invités dans le matin. Domaine, mais on vous aurait très bien vu dans un rôle officiel. Comment vous dire ce que je pense ? Je pense que le pouvoir n'a plus le pouvoir. En réalité. Donc, je ne veux pas participer parfois à ce que j'estime, même si le mot peut être dur, une sorte de clownerie. Modestement, à ma place, en tout cas quand j'écris, je sais que j'ai le pouvoir de ma plume, il est ce qu'il est, mais en tout cas, il m'appartient. Je ne pourrais pas faire partie d'un gouvernement ou d'une structure avec des organisations et d'autres oligarchies qui font que je n'ai pas le pouvoir. Donc, je ne veux pas participer à cela. Je n'ai pas besoin de statut de ministre, ni de voiture de fonction, ni de retraite à vie. Je préfère me battre dans mon domaine et ça me serait trop dur de faire des promesses que je ne pourrais pas tenir. Donc c'est pour ça que je reste très modeste dans mes promesses, comme ça je sais que je ne serai jamais déçue. Donc vous n'êtes pas fait pour je pense pas. Je ne peux pas. Comment dire comment vivez-vous, Sonia Mabrouk, la célébrité que vous avez ? Je veux dire, je pense à des magazines. Elle reste relative. Je pense à des magazines, à des publications. Posez directement votre question. Qui parlent de vous sur le plan de votre vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est pénible ou bien c'est quelque chose qui va de pair avec la réputation professionnelle ? En réalité, alors vous dites notoriété, j'ai un rapport qui est très très sain avec tout cela. Moi, je trouve que c'est une chance exceptionnelle. Non pas d'être reconnu dans la rue, c'est pas ça. C'est peut-être pour l'ego, ça fait du bien. Mais quand les gens vous demandent une signature pour un livre, ou quand ils vous arrêtent dans la rue, parfois même pour avoir une discussion assez franche, moi, je trouve que c'est formidable. Je prends beaucoup de mon temps et je continuerai à le faire. Jamais je me plaindrai que quelqu'un m'arrête pour une remarque, fût-elle parfois désagréable, parce que je n'ai pas encore eu, mais je trouve que c'est tout à fait normal. Et non, même les unes de magazines, bon, elles sont pas très très parfois. J'ai pas envie que ça s'étale au grand jour. Et j'avoue que tant que c'est sur moi, ça va. La seule porte qui reste cadenassée et qui le restera toujours à double, à triple, à quadruple tour, ce sera celle de ma fille, oui. Ça a été justement, et de manière très positive de la part de tout le monde, évidemment, la naissance de votre fille. C'est un immense bonheur. Ah oui, c'est un bonheur absolu. C'est un don du ciel. Alors moi qui vois des signes partout, des signes... je veux dire, du ciel. Moi, j'ai toujours pensé... Voyez-vous, pourquoi même ceux qui nous arrêtent ou qui nous reconnaissent, c'est formidable, parce que...
c'est comme un signe pour moi. Il n'y a pas plus beau qu'une forme de reconnaissance. C'est comme si, voilà, on vous renvoie après un parcours quand même de plusieurs années. Moi, ça fait 25 ans qu'on travaille, qu'on essaye de s'accomplir. Donc, quand on vous reconnaît ou quand on vous... Même un petit compliment, voilà, prend une autre tournure. Et quand il y a l'arrivée d'un enfant, c'est comme aussi un retour. Moi, j'y ai vu après le départ de ma maman. Ça a été un choc d'une telle brutalité qui est partie jeune, dans la soixantaine. Évidemment, on est tous mortels, mais moi, j'ai la quarantaine. Je me sens en pleine possession de mes moyens. Je n'imaginais pas que ça puisse s'arrêter d'un coup. Donc, quand j'ai vu que tout peut s'arrêter, je me suis dit, bon, voilà, il y a eu l'urgence. Non pas de l'horloge biologique, je pensais que c'était même dépassé, mais il y a eu une urgence de vie, de perpétuer la vie, et de donner le même prénom. Parce que ce prénom, vos auditeurs peut-être ont fait cette expérience, quand malheureusement on perd quelqu'un, eh bien... Votre entourage n'ose plus prononcer le mot de la personne disparue parce qu'ils ont peur de vous blesser, ils ont peur de vous faire mal. Et moi, je voulais au contraire qu'on le prononce de nouveau. Et je me suis dit, la meilleure manière, c'est de donner ce prénom à un enfant. Et c'est formidable quand on parle de ma fille, on prononce le nom de ma mère. Donc, moi, je suis très contente. Ça l'a fait revivre. Exactement. En quelque sorte. Voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que, par ailleurs, Sonia Mabrouk, pardon de revenir en arrière, mais quelle est votre conception du journalisme entre ce que j'appellerais un effacement excessif dans le questionnement, ou bien, au contraire, presque une grossièreté, voire parfois une violence? Est-ce que vous avez une pratique qui s'efforce au juste milieu? Quelle est votre conception? Oui, c'est un peu ça. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de respect. C'est-à-dire qu'à un moment, d'abord, on peut ne pas être d'accord, ça arrive, même si on n'a pas étalé nos opinions et nos convictions, mais il y a une forme de respect de la parole. Voilà. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'est qu'à la fin de l'entretien, j'ai eu des entretiens qui étaient extrêmement compliqués, qui se sont mal terminés, sur des sujets très, très difficiles. Je pense notamment à un entretien il y a quelques années avec Jack Lang, qui s'est très mal passé. Mais il y a une forme de respect après. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la rancune. J'essaye de rappeler pour comprendre est-ce que j'ai pu blesser ou est-ce qu'il y a eu un moment, non pas pour évidemment revenir sur ce qui a été fait. Et je pense que quand on respecte l'autre, respecte dans le sens où on ne le caricature pas, on ne le moque pas. Vous voyez, moi, c'est ce que je n'aime pas. C'est cette forme d'ironie un petit peu comme ça, une forme de condescendance. Ça, je ne l'ai pas. Et ça, je trouve que c'est une marque de fabrique, voilà, à laquelle je tiens en tous les cas. Ce que j'apprécie dans les entretiens, les vôtres, ce que vous menez, c'est que malgré votre nature indiscutablement belle, vous ne cherchez pas, comme tant d'autres, parfois à jouer sur une forme de séduction. Il n'y a pas de minauderie dans votre questionnement. Je dirais même que parfois vous paraissez presque sévère par rapport à la Sonia Mabrouk qu'on a le bonheur de connaître au quotidien. Oui, je ne joue pas un personnage, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment où la vidéo se met à marcher, où le micro grésille, je suis dans mon rôle. En réalité, je suis tellement dans ce que dit l'autre, dans la poursuite de l'entretien. L'entretien politique est quand même très particulier. C'est un chemin de crête. Et je dis souvent que ceux qui réalisent l'entretien depuis des années, c'est un marathon et une course de fond à la fois. C'est une course de fond parce qu'il faut durer. Dans un milieu où on voit beaucoup passer d'étoiles filantes, il faut le dire. Et c'est un marathon parce qu'il y a aujourd'hui la dépêche, ce qui va être dit sur les réseaux sociaux. Donc le temps long et le temps court, pour arriver à le marier à un moment, je pense qu'il y a un seul mot, c'est le respect de l'autre. Ça peut passer par un questionnement difficile, mais jamais de moquerie, jamais d'ironie, jamais de remise en cause de la personne et ce qu'elle est. Je trouve que ça fait du bien aujourd'hui. Votre vie professionnelle aujourd'hui est intense. Oui. Elle vous satisfait pleinement? J'entends la vie médiatique pour l'instant. Je vais parler un peu de vos livres. J'ai eu cette après. conversation avec quelqu'un que vous connaissez bien, Pascal Praud. Ouais. Et une fois qu'il est rentré dans mon bureau, il m'a dit mais tu ne pourras plus jamais te passer de l'antenne. Et j'ai dit mais si. J'ai pas d'attachement à la télévision. Je sais qu'il y aura un après. Et si cet après se joue maintenant, pourquoi pas. J'ai pas d'attachement à mon fauteuil. Comme j'ai commencé mon métier à travers l'écriture,
j'ai pas de soucis par rapport à ça. Je me souviens une fois avec un responsable politique, c'était vraiment mal passé l'entretien, et en sortant, il m'a dit mais on va voir ce qu'on va voir dans quelques temps. Vous ne serez plus à votre place. Je dis si, vous ne serez plus responsable politique, vous ne serez plus ministre, que je serai toujours journaliste. Bon, c'est la différence. Peut-être pas un journaliste que vous appréciez, mais ministre, c'est un CDD, et journaliste, on le reste, même si on n'est plus à la télévision ou quoi que ce soit. On l'exerce par différentes manières. Ça veut dire que, je ne sais pas quand, l'écriture qui est déjà fondamentale pour vous aujourd'hui pourra peut-être un jour devenir votre activité exclusive? C'est mon objectif, oui. En tous les cas, ça me nourrirait beaucoup. J'en ai vraiment besoin en réalité, j'en ai besoin. Parfois on me dit un livre par an, mais j'ai jamais pensé écrire pour me dire, j'ai jamais vu l'agenda pour publier un livre par an, mais c'est quelque chose qui me porte. Et puis je peux tout dire à travers la plume. Ça remplit un vide, je ne saurais pas dire autrement, ça remplit un vide. Vous préparez beaucoup vos entretiens? Trop. Je crois que je suis très besogneuse. Je les prépare trop, mais Philippe, je les prépare pas pour le moment de l'entretien. Je les prépare pour la suite. D'accord. Ce que je dis souvent aux assistants plus jeunes qui viennent travailler avec moi, c'est même si vous avez l'impression de surtravailler un entretien et que vous n'allez pas pouvoir dérouler vos questions, etc., ça vous servira toujours. Ça vous servira toujours. C'est même si vous lisez, que vous êtes très fatigué, que c'est un livre qui ne va pas, si je puis dire, ne correspond pas aux thématiques que vous abordez, évidemment, ça servira. Donc moi, j'ai cette petite vision du temps long où je me dis que ce que je fais maintenant, même si c'est beaucoup de travail et un temps quand même intense, servira pour la suite. Servira au sens noble du terme. Je comprends. Voilà. Vous ne pouvez pas passer une journée sans écrire, donc. Non, honnêtement, non. Mais même écrire, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Là, en rentrant, j'ai prévu, je tiens un album d'écrire pour ma fille. Oui, j'écris chaque jour une lettre pour ma fille, pour raconter la journée, raconter comment elle a évolué, plutôt que des photos. Je trouvais que c'était plus intéressant de raconter par le verbe, même ces changements physiques. Je trouve que c'est plus agréable de lire, de découvrir, que de voir, que de donner à voir. Moi, j'ai envie de donner à penser, à aimer, plutôt que de donner à voir toujours. Comment vous viennent les idées de vos livres, et notamment du dernier, qui a beaucoup de succès d'ailleurs? Alors, le dernier qui est effectivement, et si demain tout s'inversait, donc une inversion des flux migratoires avec l'Européen ou l'Occidental qui devient le migrant, le déplacé, le réfugié à l'aune... Un camp des saints plus doux. Merci, parce que Jean Raspail, même si le camp des saints a été très critiqué, a été aussi un grand écrivain sur beaucoup d'autres livres. Mais effectivement, le camp des saints m'a inspiré. En réalité, ce qui m'a inspiré, c'est l'observation. C'est comme pour un journaliste et un auteur. J'ai tellement regardé cette mer Méditerranée en Tunisie devenir le cimetière à ciel ouvert, de naufrages à l'aune de naufrages de migrants. Et je me suis dit, et si demain, l'inverse arrivait? Mais si... Vous savez, j'aborde ce sujet de l'immigration, et vous le savez, parfois de manière distanciée. On parle de nombre, on parle du défi, du problème, mais en réalité, ce sont des femmes, des hommes en majorité, mais des familles aussi qui sont sur ces bateaux et qui tentent le tout pour le tout. Donc je voulais l'aborder d'une autre manière, et la meilleure manière de l'aborder, c'est de se placer dans la peau de l'autre. Et donc l'Européen devient ce réfugié, ce déplacé, ce migrant. Et vos autres livres précédents, c'était des livres davantage sur vos convictions. Par exemple, le sacré, c'est fondamental parce que c'est quelque chose... Mon éditeur a été étonné. À quoi vous tenez énormément. Mais en fait, tous ces livres sont inscrits en moi. Je ne vais pas chercher très très loin. En fait, je vais puiser dans mes sources, je vais dire, ou éducatives, ou mes sources d'inspiration ou de conviction. Le sacré, je le porte en moi, je le pratique. Moi, c'est ma colonne vertébrale. Mais vous aimez non seulement le pratiquer, mais théoriser de manière intelligente sur lui, quoi. C'est-à-dire, Philippe, c'était compliqué d'aborder ce sujet est une montagne, c'est l'Everest. Le sacré, c'est les plus grands qui ont écrit sur ce sujet-là. Donc, moi, j'ai ouvert une petite porte et je me suis dit que la meilleure manière d'en parler, c'est avec la pointe du cœur, qui est la pointe du stylo. Je l'ai théorisé, mais c'est ça qui est consubstantiel en fait à la culture orientale. J'ai pas besoin d'aller chercher très loin les idées. C'est pour ça que je vous ai dit la double culture apporte beaucoup. En réalité, toutes ces idées, elles sont là. Parfois, je me baisse pour ramasser des paillettes de sacré. C'est la même chose pour des idées d'ouvrage. Après, évidemment, il faut les travailler. Mais le sacré, c'est un livre qui m'a beaucoup porté. Ma mère a disparu avant que je ne l'ai
terminée. Et j'ai changé le dernier chapitre en parlant d'elle. Et j'avais même hésité sur le livre. Je l'ai appelé Reconquérir le sacré. Je voulais l'appeler Le sacré m'a sauvé. L'éditeur, à ce moment-là, m'en a dissuadé en me disant c'est trop présomptueux, mais c'est ça, en fait. Vous diriez qu'aujourd'hui, quel que soit son visage, le sacré, chez nous, est une béance, c'est un manque absolu. En tous les cas, c'est un tabou. Le sacré, c'est le besoin irrépressible de l'homme de se raccrocher à ce qui le dépasse. Voyez-vous, rien que le fait de parler de sacré, en tout cas quand j'ai fait la promotion, si je puis dire, dans les médias, je voyais que j'étais reçue parfois comme étant un objet étrange, non identifié, parce que je parlais de sacré en étant journaliste, comme si c'était un trou noir, irrationnel, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus rationnel que de se rattacher à ce qui nous précède et à ce qui nous dépasse. C'est d'ailleurs même la continuité de l'homme. Tout à l'heure, on parlait de la continuité de l'histoire, et le sacré n'est pas forcément religieux. C'est ce que malheureusement, dans cet Occident qui a chassé un peu toute verticalité, quand on parle de sacré, c'est forcément le sacré religieux. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faudrait qu'on retrouve aujourd'hui, dans notre cité, dans la vie de la cité, ces moments sanctuarisés, que ce soit dans la nature, que ce soit aussi, par exemple, dans notre rapport à l'Église. J'ai toujours été étonnée qu'en France, parfois, je ne veux pas du tout choquer certains fidèles, mais on rentre dans une église comme dans un supermarché. Moi, je sais que de l'autre côté de la Méditerranée, quand on rentre dans une mosquée, il y a une forme, je ne sais pas, il y a une sorte d'enveloppe sacrée, il y a quelque chose. Ça m'a toujours frappé qu'en Occident, certains, je fais attention, je ne dis pas tous et tout le temps, il n'y ait pas de césure entre la vie profane et la vie sacrée. Il y a quand même à un moment une forme de verticalité, de respect à avoir, qui est en train de se diluer. Peut-être parce qu'il y a une vie qui est plus, parfois centrée sur soi. C'est le nihilisme, l'égocentrisme. C'est un petit peu ce que j'ai appelé parfois l'homme mousse ou l'homme sable. Vous savez, il est capable de toutes les contorsions, de tous les reniements. Et cette distance avec le sacré fait perdre beaucoup de repères. Mais vous savez, ça passe parfois par des petites choses, mais qui sont pour moi essentielles. Par exemple, les rites funéraires. Je sais que c'est des sujets un peu complexes et délicats, donc je fais toujours attention par rapport à cela. Mais la crémation, par exemple, moi, c'est un sujet en tant que musulmane qui me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que je comprends évidemment parfois les tenants et les aboutissants, mais ne pas avoir de pierre tombale, ne pas avoir de lieu physique aussi pose question. Est-ce que vous essayez aussi de vous débarrasser du fait d'aller dans un cimetière ? S'il n'y a plus cet espace physique. Or, c'est quand même le contact et continu avec les morts. Donc, c'est important, même la manière de rentrer dans un cimetière. Vous savez, dans les pays musulmans, on prononce toujours une phrase avant d'entrer, et puis on parle. Alors, je le sais, évidemment, on le fait en Occident aussi, dans l'Occident chrétien, on parle aux morts. Mais la manière avec laquelle on prend notre temps dans les cimetières, dans les églises, donc, ou dans les mosquées, etc., pour moi, il y a ce respect du sacré qui parfois se dilue. Une fois, je crois, vous avez dit, ce qui me paraît une évidence pour moi, mais que les racines de la France étaient chrétiennes, et vous êtes musulmane. Je continue à être émerveillé par la limpidité avec laquelle vous parvenez à concilier des cultures, des convictions apparemment différentes. Et je me dis que peut-être dans le milieu où vous êtes, et notamment le milieu médiatique, comme vous l'avez dit à l'instant, ça doit vous camper comme un personnage singulier, et peut-être même certains doivent vous considérer peut-être comme original. Oui, c'est drôle parce que c'est étrange, si je puis dire, et original. Il y a encore quelques jours, la question qui revient souvent, mais tu es encore musulmane ? Je dis, mais enfin, évidemment que je le suis et j'y crois. Et rien que le fait d'évoquer les racines chrétiennes de la France, donc c'est comme si j'avais changé de religion. D'ailleurs, peu importe. Et, évidemment, les conversions sont tout à fait légitimes. Et encore, c'est une liberté. Dans certains pays, évidemment, où vous risquez les pires châtiments. Mais je tiens... Mais c'est parce que je suis musulmane que je peux dire de manière tout à fait sereine et
original, je ne sais pas, mais sereine, que la France a des racines chrétiennes. Il suffit pour ça, et ce que j'ai fait, de me balader dans les rues en France, dans les rues des villages, et de lire ces rues qui font référence à ces racines chrétiennes. Et comme je n'ai pas d'esprit, je ne suis pas venue avec un esprit de conquête, comme beaucoup quand même de mes compatriotes, je suis plutôt dans l'admiration, tout en sachant quel est mon bagage aussi et mes racines à moi. Vous avez, Sonia Mabrouk, aujourd'hui... malgré la tragédie de la perte de votre mère, une petite fille, vous avez votre père, vous avez une vie professionnelle très réussie, on peut le dire. Vous satisfaisez votre passion de l'écriture avec des livres qui ont du succès. Vous êtes, dans le bon sens du terme, un personnage important de l'univers médiatique. Est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Je m'attendais à la question, parce que c'est la question que je me pose aussi beaucoup. Oui, il manque toujours l'essentiel, il manquera toujours l'essentiel, puisque vous avez commencé par la perte, et en réalité, c'est ça ce qui manque. C'est-à-dire qu'on arrive, mais tous, à nos âges respectifs, quels qu'ils soient, à la question fondamentale, c'est de tout ce qu'on a aimé, que restera-t-il ? C'était la fameuse question. De tout ce qu'on a aimé, de toutes ces intonations, de toute cette histoire, ce passé, que restera-t-il ? Individuellement ou collectivement, est-ce qu'il restera une petite musique ? Vous savez, c'est ce chant grégorien qui s'abat, etc. C'est la phrase de Saint-Exupéry. Il manque l'essentiel, c'est-à-dire il manque... comment le dire simplement ? Il manque la pierre qui fera le défi, c'est-à-dire la réponse à qu'est-ce qu'on laisse derrière soi. Je pense qu'on laisse ni carrière, on ne laisse ni souvenir, ni conviction. On laisse peut-être une petite fille qui a le nom de sa mère. Voilà. Et c'est peut-être l'essentiel. Mais je pense qu'on laisse pas grand-chose individuellement. Sonia Mabrouk, oui. Juste une dernière question. Pleine d'espoir en ce qui vous concerne. Qu'allez-vous faire de cet immense futur qui vous attend ? Peut-être regarder vers le passé, parce que c'est le meilleur projet d'avenir, je pense, toujours. Vous le pensez vraiment ? Oui, j'en suis convaincue. Moi, il n'y a rien de plus qui me nourrit que l'enfance, que mes racines, qu'aussi la France, qui est pour moi un projet d'avenir. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. La nostalgie est un projet d'avenir. Et une nostalgie peut être une espérance. Mais tout à fait, elle peut être heureuse et porteuse de plein de projets et de très belles choses pour la suite. En tout cas, je vous remercie, ma chère Sonia Mabrouk. Vous avez été à la hauteur de votre réputation. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci Philippe.